Bonjour à toutes et à tous. On vous voit arriver petit à petit de bon matin pour ce webinaire de fin de semaine. Nous sommes ravis avec Vincent de vous accueillir pour ce webinaire qui est dédié à un thème d'actualité, hein, comment recruter les salariés étrangers en 2025. On va laisser encore passer quelques secondes, le temps que tous les inscrits, et vous êtes nombreux ce matin, se connectent pour participer. Et puis, on commencera doucement avec une toute petite présentation de Majorel et de Santa Fe avant d'enchaîner sur le fond. Bonjour à tous, welcome. C'est vendredi, c'est difficile, hein. C'est la dernière journée, vous allez voir, on va essayer de rendre la session ludique avec des questions, avec quelques cas pratiques et faire en sorte que vous commenciez la journée avec plein de petites histoires sur les talents à recruter et sur la procédure générale. Donc, on va passer un bon moment et ensuite on va enchaîner notre dernière journée avant le week-end. Donc là, ça commence à arriver tout doucement. On va dire bonjour aux gens qu'on connaît. Oui, il y a quelques noms qu'on Qu'on reconnaît. reconnaît et qu'on est ravis de croiser ce matin. Quelques consoeurs, quelques confrères, je vois, et des partenaires de longue date. Donc, bonjour à tous. Peut-être qu'on va démarrer. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? On va démarrer tout Oui, on va doucement. démarrer tout doucement avec la présentation de nos Voilà, entités respectives. exactement. Eh ben, je vais démarrer, puisque j'ai la parole, je démarre par moi, voilà. Je vous présente Majorel Mobility, hein. Majorel Mobility, c'est le pôle international du cabinet Majorel Avocat. Nous sommes une équipe d'avocats qui traite exclusivement des sujets de mobilité internationale quand vous envoyez vos collaborateurs français à l'étranger, en expatriation, en détachement, en télétravail, par exemple. Nous accompagnons aussi des entreprises françaises et étrangères dans le recrutement de talents étrangers avec toutes les problématiques d'immigration professionnelle dont on va beaucoup parler ce matin. Nous avons une expertise de niche dans le détachement des salariés étrangers en France, en particulier dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou prestation de services internationale. Et enfin, plus largement, nous accompagnons des sociétés étrangères qui ont bien du mal à se repérer dans le paysage juridique français en droit du travail, et on les comprend. Et à cela s'ajoute une partie formation, parce que nous formons de plus en plus les équipes RH sur ces différents sujets. Voilà. Et très brièvement, Majorel Mobility, ça fait partie d'un écosystème d'expertise dédié au capital humain, avec le cabinet d'avocats Majorel Avocat qui est à Nantes et à Paris, Majorel RH pour du conseil stratégique et des solutions RH performantes, et enfin le pôle recrutement que nous avons baptisé Majorel Talent, qui recrute principalement les métiers RH et finance. Je passe la parole à Vincent qui vous présentera Merci. Santa Fe. Merci beaucoup, Clarisse, pour cette présentation de Majorel. On se connaît depuis quelques années maintenant. Santa Fe Relocation, nous sommes présents nous avons des bureaux dans 38 pays dans le monde, un réseau qui couvre l'ensemble pratiquement du territoire, société de relocation. Donc voilà, on fait de la mobilité internationale spécialisée dans la gestion et prestation de services de relocalisation partout dans le monde, comme je vous disais, soit avec des bureaux directs, soit avec des partenariats agréés. On peut passer à la slide suivante, parce que je vais vous montrer un petit peu les différents points sur lesquels on intervient. Alors, de la même manière que Clarisse, on va faire du corporate immigration, donc toutes les formalités, et très modestement, je suis l'immigration manager pour la France, pour cette partie-là, donc toutes les formalités administratives liées au visa, aux autorisations de travail et autres titres de séjour, mais aussi on fait aussi de l'assignment management de A à Z, où les entreprises nous confient la mobilité internationale de leurs collaborateurs sur toute la chaîne et tous les partenaires, donc vraiment avec des single point of contact au sein de l'entreprise, les compensation, l'expense management, et puis forcément une société de déménagement international. Donc on déménage partout dans le monde, tous les collaborateurs, tous les expatriés, toutes les personnes qui sont en mobilité. Et enfin, un gros service chez nous, c'est le service de la relocation, la DSP, Destination Services. Ça va être la recherche d'un logement, d'un appartement, d'une maison, aider pour les visites. On va avoir l'ouverture des comptes en banque, une aide à l'inscription pour la sécurité sociale, des services de conciergerie et enfin aussi l'aide à l'inscription pour les enfants à l'école. Voilà, ça c'est pour finir la présentation de Santa Fe.
ou des activités très synergiques entre Majorelle et Tout à Santa fait. Fe, voilà. Quelques mots d'introduction pour introduire ce sujet de l'immigration professionnelle. On voulait vous parler rapidement des tendances récentes de la mobilité internationale. En ce début d'année 2025. On voit toujours des dynamiques complexes apparaître qui influencent l'accueil des talents étrangers en France. Alors, on a reçu il y a quelques mois les statistiques de l'immigration de l'année 2024 qui laissent apparaître que les raisons d'immigration se diversifient toujours plus. Les motifs familiaux restent prépondérants, effectivement, mais les migrations pour motifs économiques et aussi les étudiants sont en forte hausse. Entre 2007 et 2021, la part des titres de séjour délivrés pour motifs économiques a presque doublé et les motifs humanitaires augmentent également en réponse notamment à des situations d'insécurité dans certaines régions du monde. Donc on voit qu'il y a toujours une forte attractivité de la France et puis un petit peu un paradoxe avec cette difficulté. La France a besoin de recruter des talents étrangers, mais elle peine paradoxalement à les attirer de par une politique d'immigration quand même assez restrictive sur les motifs économiques. Et également en France, un climat politique parfois un petit peu tendu, comme vous le savez, notamment relatif à la situation des étrangers en situation irrégulière en France. Donc tout ça fait un joyeux mélange des genres et on voit aussi que la mobilité étudiante est en très forte hausse. La France accueille de nombreux étudiants internationaux, en particulier en Île-de-France, mais pas que. Nous en avons aussi à Nantes. Et tout ça révèle finalement de nouvelles dynamiques de mobilité, surtout pour la période post-Covid. On a eu évidemment une explosion du télétravail à l'étranger. La France n'ayant pas vraiment de visa full remote comme d'autres pays, il faut trouver un petit peu des solutions pour accueillir les talents étrangers qui gardent leur contrat de travail américain, mais qui viennent travailler en France. Voilà, donc toutes ces évolutions reflètent une adaptation nécessaire aux nouvelles attentes des talents internationaux. Et voilà, et c'est ainsi que des experts d'immigration essayent d'aider les entreprises qui recrutent des talents étrangers pour sécuriser l'accueil euh, de ces, euh, de ces pépites et de ces compétences rares. Bah, du coup, c'est déjà à moi, dis donc. Merci Clarisse. Je t'en prie, Vincent. En préparant comme ça nos slides et en discutant depuis quelques jours avec Clarisse sur les thématiques, au-delà du côté un peu technique dont on va vous parler, voilà, on se dit bah, là, comment réussir l'accueil de talents étrangers. Finalement, pour améliorer cette intégration de talents est quand même essentiel de simplifier et un peu clarifier les procédures d'immigration. Ça va être la simplification des démarches administratives. On aimerait bien que malgré des dispositifs déjà existants comme les passeports talents, dont je vais vous parler parce que c'est spécifique pour attirer les talents étrangers, les procédures, ça reste quand même extrêmement complexe. Si on pouvait un peu simplifier, ce serait quand même pas mal. Bon, il faut forcément ce que vient de dire aussi Clarisse, c'est ce renforcement du service d'accueil, peut-être auprès des administrations, en matière d'information, d'accompagnement, pour mieux s'intégrer, parce que ça reste encore une fois un peu complexe de savoir, c'est de l'interculturel, c'est des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément les mêmes façons de penser que nous, et on se retrouve face à une administration qui est quand même assez complexe. Donc voilà, Clarisse l'a dit, une promotion d'une stratégie d'attractivité peut-être un petit peu plus claire au niveau de l'État pour attirer de talents, pour tout simplement peut-être pour mettre en avant des opportunités professionnelles et tous les avantages que la France peut proposer. L'adaptation aux besoins de marché du travail. Clarisse va en parler un petit peu plus loin. Ça va être ces histoires de métiers en tension. On les fait venir. Quelle est la liste? Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est pas forcément si clair que ça systématiquement au niveau du travail de l'étranger. Et puis une intégration sociale et culturelle, je viens de vous le dire. Voilà, la compréhension de la langue, peut-être. Les valeurs républicaines, c'est des programmes qu'on a déjà mis en place en France. Et ça va vite amener vous allez voir, à tout ce qui va être des courts séjours et longs séjours, parce que l'intégration sociale et culturelle, si on traite d'un court séjour en France de quelques semaines d'un salarié ou de quelques mois, ça va pas être la même d'une personne qui va arriver pour plusieurs années en France dans le cadre d'un contrat d'expatriation ou local, avec toute sa famille où il vient tout seul. Encore une fois, tout ça, vous voyez, on peut avoir plein de petites branches différentes et plein d'axes de réflexion sur l'accueil des talents. Tout à fait, Vincent. Et rentrons dans le vif du sujet, puisque tu en parles, court séjour, long séjour, comment s'y retrouver. Et oui, Je te laisse démarrer sur cette partie-là. voilà, comme je disais, que cette durée du séjour, justement, par rapport à cette attractivité générale des talents vers la France, c'est quand même un critère fondamental pour déterminer quel statut d'immigration, parce que là, ça y est, on en vient, on va parler d'administration, d'administratif, pardon, et des différents types de visas.
Donc, on va déterminer les visas selon la durée. Et en gros, il y a deux types de visas. On ne va pas rentrer plus dans le détail, on va faire simple. On commence par le visa de court séjour, c'est un des plus courants. On l'appelle visa de tourisme, mais ce n'est pas forcément un visa de tourisme, c'est le visa Schengen. Il permet aux ressortissants de pays hors Union européenne de venir maximum pour 90 jours par période, 280. Donc voilà, alors ça c'est souvent pour du tourisme, pour du voyage d'affaires, pour du travail aussi, des visites familiales. Il y a aussi pour raison familiale. Voilà, vous avez sur le formulaire, vous cochez la raison pour laquelle vous êtes amené à venir en France et pour la durée choisie. On n'est pas obligatoirement tout de suite sur 90 jours. Vous pouvez demander à venir pour 10 jours, 15 jours, 20 jours. C'est un maximum de 90 jours. Alors, le processus pour l'obtention de ce visa de court séjour est quand même relativement simple, hein. Il faut fournir un certain nombre de documents. On a la liste des documents qui sont sur France Visa. On aide parce que vous savez, comme c'est la France, on a une liste de documents et souvent on vous demande à la dernière seconde une dernière pièce du dossier qu'il va falloir sortir du sac de votre sac de Mary Poppins. On vous assiste, nous, sur ce type de visa, que ce soit Clarisse ou nous, Santa Fe, pour avoir quelque chose de bien cadré et pour que ça aille vite, parce que souvent sur les visas de court séjour, hein, un voyage d'affaires, c'est souvent prévu pour dans quelques jours. On va avoir peut-être des questions sur les autorisations de travail avec Clarisse plus tard. Quid de mon voyage d'affaires où je travaille pas, il doit arriver demain. Oh là là, ça va se compliquer un peu. Mais ça, je vais laisser cette partie-là à Clarisse, hein, et puis, la partie compliquée, c'est pour Clarisse. Oh non, les visas sont tout aussi compliqués que les Oui, autorisations de travail de nos jours. mais Hein, une fois que j'ai obtenu le visa, moi après, je te laisse sur la partie contentieuse. c'est Je ça. redonne le bébé sur le contentieux. Si on part maintenant sur des visas qui vont être de long séjour, le long séjour, ça va être pour des séjours de plus de 90 jours, forcément. C'est des gens qui vont finalement vouloir rester plus longtemps. C'est plus complexe à obtenir. C'est pour des études, pour le travail, pour le regroupement familial aussi, hein. Alors, les démarches administratives, elles vont varier selon le type de visa qu'on demande, hein. Si on prend l'exemple simplement, je ne sais pas moi, d'un étudiant, forcément, une lettre d'admission dans une école ou une université sera nécessaire. Il faut justifier du motif qui vous amène en France pour un long séjour. Ça peut aller de quelques mois à un an. Quelques mois, je dis, c'est plus de 3 mois à un an et au-delà d'une année. Pourquoi? Parce qu'on a deux sous-catégories finalement. On a des visas de long séjour classiques qui vont vous amener à demander un titre de séjour par la suite auprès des autorités françaises immédiatement, enfin dans les semaines qui suivent votre arrivée. Et on a sur certains motifs des visas de long séjour valant titre de séjour. Pourquoi faire simple, hein? En France, on aime bien faire un peu compliqué. Le fameux VLSTS, et ce visa de long séjour valant titre de séjour, va se transformer par l'opération d'une validation sur site internet de l'OFII, de l'Office français de l'intégration. Votre visa de long séjour va devenir votre titre de séjour. En cas de contrôle, il faudra monter et le visa et la validation de l'OFII. Et puis au moment du renouvellement, on voit qu'on demandera un titre de séjour. Quand je dis titre de séjour, ça va être la carte, hein, une vraie petite carte à pouvoir présenter aux autorités. Donc vous voyez, cette durée du séjour, elle est quand même essentielle parce qu'elle va déterminer toutes nos obligations administratives, les conditions de l'intégration et puis de suivre. C'est très réglementé en France, le type de visa, le motif et donc l'ensemble des pièces du dossier qu'il faudra apporter, documents support qu'il faudra apporter à l'occasion de cette demande. On va voir un peu plus loin que voilà, ça ouvre un droit à une installation durable et ça va nous amener sur l'intégration un peu plus poussée et sur nos talents directement. Alors, l'importance de la qualification de la statut, les procédures talents. On va rester, non, on peut aller passer directement. Allez, sur les talents, c'est parfait. Alors, les procédures talents, la France propose plusieurs procédures talents dans le cadre de cette politique d'immigration professionnelle destinée à des profils hautement, on va dire, hautement spécialisés. Alors là où il y a encore quelques années, parce que moi je suis un peu vieux, donc du coup il y a quelques années, principalement on avait une voie classique qui s'appelait l'introduction du travailleur salarié avec une demande d'autorisation de travail préalable, le test du marché, ça existe encore, hein. Mais de plus en plus on crée des catégories pour l'attractivité du territoire. On s'est rendu compte dans les 20 dernières années qu'il y a quand même des hauts potentiels à l'étranger, ce serait bien de les avoir en France. N'oubliez pas qu'un haut potentiel gagne peut-être suffisamment sa vie pour aussi consommer, vivre, faire participer à l'économie de la France et payer ses impôts Payer ses accessoirement. Et impôts. pourquoi pas, ouais, payer C'est ses ça. impôts surtout. Et Surtout. pourquoi pas,
sur tous les impôts et payer ses contributions sociales sur son salaire. Ça fait pas de mal pour l'URSSAF sur une situation post-Covid. On aime bien maintenant faire un contrat local et avoir des gens payent en France. Mais c'est normal, ça fait partie de tous les pays ont ce type de politique d'attractivité. Même M. Trump a dit on veut pas trop d'étrangers, mais les high qualified, finalement, on va quand même les laisser rentrer sur le territoire. Bah forcément, on essaye la chasse aux intellectuels et aux techniciens, ou en tout cas au haut potentiel. Donc nous, pour nos talents, on va avoir plein de sous-catégories de talents. On va avoir des salariés qualifiés, la carte bleue européenne, vous avez dû en entendre parler, les chercheurs, créateurs d'entreprises, investisseurs, professions artistiques et culturelles, professions libérales, entrepreneurs, personnalités de renommée internationale. Ça n'en finit plus cette jolie liste. Et chaque type de talent ou de procédure talent va avoir sa condition d'attribution. Et pour avoir droit à, par exemple, salarié qualifié, carte bleue européenne, on aime bien celle-là, il faut un minimum un contrat de travail en France d'une durée de plus d'un an, un salaire brut annuel minimum de presque 54 000 euros. Euh, J'oublie de marquer d'ailleurs qu'il faut au minimum un bachelor ou alors 5 années d'études supérieures, 5 années d'expérience dans le poste que l'on va occuper. Et voyez, dans chaque catégorie, il faudra rentrer dans cette catégorie pour pouvoir en bénéficier. Sinon, on retombe sur l'ancien système. Bah, si vous ne rentrez pas dans une catégorie des talents, vous allez repartir sur une politique de visa salarié, titre de séjour salarié par la France. Donc, vous voyez, ce sont des conditions assez particulières. Bon, bah, c'est quand même très intéressant sur la passeport talent. On demande son visa de long séjour, comme je vous ai dit, le titre de séjour ou le VLSTS une fois arrivé en France. Puis ça permet sur certaines cartes d'avoir une carte pluriannuelle. On n'est plus obligé de renouveler chaque année. Elle est valable jusqu'à 4 années. On a encore les petits problèmes de délai, comme je disais, des petits obstacles bureaucratiques à l'obtention du titre. Moins sur les visas, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt une fois arrivé en France. Étonnamment, ils sont déjà Eh sur le oui. territoire. Et c'est là que ça se corse un petit peu plus sur l'obtention des titres. Donc le passeport talent est vraiment un outil pour attirer les personnels et les personnes de haut niveau. Tout à fait. Et ça permet aussi de faire venir leur famille plus facilement que de passer par du regroupement familial. Donc c'est vraiment, je te rejoins Vincent, la Je golden viens de le rule. préciser, puisque c'est la fameuse famille accompagnante, au lieu d'attendre les Voilà. 18 mois avant de pouvoir faire venir sa famille. Hop, on embarque toute sa petite famille, femme, enfant, ou mari et enfant, tout le monde en même temps, ou même en décalé, mais ils ont un droit d'accès au territoire français sans avoir, merci de le préciser, parce que j'avais pas, j'étais resté sur nos petits talents, mais ils viennent pas tout seuls. Euh, la slide suivante, on passe directement sur le recrutement d'étrangers déjà en France. C'est des questions que vous avez quand même souvent, qui Ah oui. reviennent souvent, hein. C'est le recrutement. Voilà, moi j'ai un étudiant, un apprenti, un stagiaire. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Est-ce que je peux le recruter ou non? Alors, il y a des étrangers qui résident donc déjà en France avec un autre titre de séjour qui permet pas forcément de travailler, en tout cas travailler pas forcément à temps plein. Et vous recrutez en CDI souvent, vous avez bien envie qu'il travaille de façon normale chez vous. Un étudiant, pour mémoire, il est autorisé à travailler 964 heures. C'est à titre accessoire. Il est là pour faire des études. Vous savez le fameux motif dont je vous parlais tout en haut au début de la procédure, même avant de faire les visas. Il est venu pour faire des études en entonnoir, il obtient son diplôme. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, il va falloir changer de statut pour qu'il obtienne un nouveau statut qui lui permette d'exercer pleinement en France. Et donc, ce changement de statut va lui permettre de modifier donc la nature du titre pour s'adapter à sa nouvelle situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est qu'il y a des points d'attention, il y a toujours le respect des délais. Il faut bien déposer la demande de changement de statut avant l'expiration du titre actuel pour éviter une situation irrégulière. Situation irrégulière que Clarisse va, justement, si ça arrive, elle va vous détailler ce que vous risquez, ou en tout cas les points d'attention par la suite. Le dossier incomplet, ils sont assez difficiles avec ça. On demande beaucoup de pièces de dossier. Il faut bien monter le dossier. C'est très administratif, c'est très juridique. Il faut que ce soit au carré pour que ça passe parce que on peut avoir des points de blocage pour un simple document manquant ou pas bien rédigé ou une attestation qui ne leur convient pas. Donc là, sur un changement de statut, on étudie le changement de statut comme si c'était une première demande quasiment. Donc des agents, ils vont à la préfecture, ils vont regarder si vous respectez l'ensemble des conditions, hormis l'entrée sur le territoire, le visa, vous êtes déjà en France. Tout le reste, on regarde comme si c'était une première demande. Contrat de travail, durée du travail, les attestations employeurs, etc., etc.
Et puis sur le suivi de la demande, ça peut être un petit peu long. Ça aussi, c'est les blocages, hein. On passe des, tu vois toutes les possibilités pratiquement, hein. C'est quand même. Il y en a qui sont. C'est la difficulté, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en a, c'est un peu plus complexe. Ce que j'ai marqué, la DCT ACBE, quand on est en intragroupe détaché. On fera peut-être un autre webinaire sur cette thématique avec Clarisse. On aime bien Avec celui-là, plaisir. Ah oui, on aime sur bien les celui-là, c'est vrai. détachements. Bon, donc, je vais passer à la slide suivante parce qu'en fait, on va avoir une procédure et des étapes clés pour ce changement de statut. Vos étudiants, votre stagiaire, votre alternant qui va vouloir changer de statut, il faut quand même s'assurer au préalable que le candidat peut changer de statut et respecte les critères d'éligibilité. Vous voyez, tous les critères que je vous ai donnés pour les passeports talents, le minimum d'études, le minimum le diplôme, la rémunération, etc. S'ils rentrent dans ces critères, on ne va pas lancer un salarié qualifié à la place d'une CBE, une CBE à la place d'une profession libérale. Moi, je fais quelques professions libérales dans les cabinets d'avocats qui aussi, c'est des talents, c'est une passeport talent avec des conditions très particulières d'obtention du statut libéral en France. Donc voilà, il faut signer le contrat de travail ou forcément une promesse d'embauche la plupart du temps, hein. Éventuellement déposer une demande d'autorisation de travail dans le cas d'un changement vers le salarié, ou soit le changement d'employeur aussi. Oh là là, là on pourra en faire des heures avec Clarisse là, sur le changement de salarié. Puis votre dépôt de changement de statut, il va falloir constituer sacrément bien ce dossier, le déposer en préfecture ou sur la nef. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est que la nef. Et puis on essaiera sur place soit de récupérer un récépissé, soit l'attestation de dépôt, soit une attestation encore mieux de décision favorable sur le site de la nef, puisque là aussi, il y a des petites subtilités sur le droit au séjour liées aux documentations que les administrations vont vous donner au moment du changement de statut, voilà, et qui va avoir des implications non seulement sur votre séjour en France, mais également sur la partie employeur, c'est-à-dire la partie de Clarisse, elle va vous expliquer sur qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas ce document ou quand je me retrouve en situation un petit peu dans cette zone grise. J'ai déposé mon dossier, j'y vais pas, j'ai le droit de travailler. Les employeurs ont toujours très très peur d'être en situation irrégulière. Donc la dernière petite slide. Oh, moi, je suis bien dans les temps, hein, j'ai parlé vite, comme ça je laisse le temps avec C'est Clarisse, c'est parfait, parfait, Vincent. non? L'administration numérique des étrangers en France. Alors en France, ça, je vais prendre 2 minutes sur la nef, pas pour critiquer, mais un petit peu, on aime bien quand même, vendredi Ouais. matin, on a le droit. Il y a quand Allez, même on il y se a quand même le lance. défenseur des droits qui a pris position aussi, Vincent. Donc Bon, voilà, on peut on y peut y aller. aller. On peut y aller. On peut y aller à fond. Il n'y a pas de problème. Bah, la nef, ça marche pas très bien. Voilà, on va pas dire ça différemment. On a quelques années décidé de digitaliser, de passer tout sur le site, sur un outil en ligne pour le dépôt des premières demandes de titre de séjour, renouvellement et tout. Sauf qu'en France, comme d'habitude, on a été incapable de glisser l'ensemble des procédures en une seule fois et avec les pièces du dossier bien organisées. Donc on se retrouve avec des situations complètement ubuesques, des dossiers qui sont rejetés, clôturés, des demandes clôturées vont réouvrir des dossiers, mais l'ensemble des procédures d'immigration ne se passent toujours pas par la nef. Donc, et ça dépend aussi de certaines préfectures. Je vais prendre juste un exemple. J'ai un exemple d'un collaborateur qui est salarié. Son épouse est venue sur le statut de visiteur. La préfecture dont il dépend, lui, doit faire une demande de renouvellement de titre salarié après avoir pris un rendez-vous sur le site de la préfecture du Maine-et-Loire, pour pas dire la Maine-et-Loire, pour aller déposer le dossier dans plusieurs semaines, parce que les créneaux, c'est difficile d'en avoir. On lui a constitué un dossier donc de renouvellement papier avec lequel il va aller au rendez-vous et puis un agent qui va regarder à l'ancienne, comme ça on faisait avant. Par contre, le statut visiteur, lui, est traité en ligne sur le site de la nef pour la même préfecture. Donc son épouse, le dossier ne sera pas lié à celui de son époux, du collaborateur, mais elle, on fait son dépôt sur le site de la nef dans l'ensemble des procédures. Donc ça crée un sentiment un peu de bazar, si je puis dire, puisque des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas logés à la même enseigne, pourquoi on ne peut pas déposer en même temps, pourquoi ça ne reste pas joint, alors que l'époque, on donnait tout. Oui, je parle encore comme un vieux, hein. Moi, je mettais tout sous papier, j'allais au rendez-vous, apporter les deux dossiers, quel que soit le statut, ils étaient bien restés ensemble. L'agent comprenait que c'était l'époux, l'épouse, ou le conjoint, et tout, ou les enfants, on mettait tout ensemble, même le DCM, on jetait tout ensemble. Maintenant, il faut attendre que l'un ait obtenu l'autre, on attend la confirmation du statut du mari ou de la femme ou du collaborateur principal pour l'obtention du titre pour l'autre. Donc, ça reste, on a des délais qui sont extrêmement allongé. Il est 9h25, je laisse la parole à Clarisse.
Quelle À toi. ponctualité, Vincent, incroyable. Mais je te rejoins parfaitement. J'ai eu également le cas cette semaine avec une préfecture dans le sud de la France. Pour un seul dossier, on a eu deux sons de cloche, un dépôt en ligne, puis 2 semaines après, annoncé en papier. Donc on doit tout refaire. Voilà, donc je te rejoins sur ce sentiment parfois de naviguer en eau trouble. Alors avec ma petite casquette avocate, moi je vais plutôt vous parler des formalités qui pèsent sur les épaules des employeurs pour le recrutement des salariés étrangers. Donc Vincent, il vous a parlé beaucoup des visas. Donc, tout ce qui relève des visas, on va trouver plutôt la réglementation dans le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Moi, je vais plutôt vous parler de ce qu'il y a dans le Code du travail, et en particulier d'un article fondamental du Code du travail qui interdit et sanctionne le travail illégal. Donc on n'a pas le droit en France d'embaucher directement ou indirectement, c'est-à-dire via une entreprise de travail temporaire, par exemple, un étranger qui n'est pas muni du titre l'autorisant à exercer une activité en France. Il est également interdit, nous dit le texte, de engager ou conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone graphique autre que celle qui est mentionnée sur l'autorisation de travail. Donc c'est une interdiction qui est très, très vaste, qui recouvre plein de réalités différentes. Ça peut être un étranger qui n'a pas le bon titre de séjour, qui n'a pas d'autorisation de travail, qui change d'employeur, qui déménage. Enfin, il y a plein de situations qui nécessitent de vraiment être attentif sur le droit du salarié à travailler en France. Donc la première obligation qui pèse sur les épaules de l'employeur, c'est de demander une autorisation de travail. La demande se fait également sur cette fameuse plateforme ANEF dont Vincent vous a parlé, qui nécessite, dans certains contextes, de publier une offre d'emploi préalable pendant 3 semaines pour faire ce fameux test du marché. C'est-à-dire, on essaye de recruter en priorité des ressortissants français, et si on n'y arrive pas, là, on justifie auprès de l'administration qu'on est contraint et forcé finalement de recruter un talent étranger. Et on explique pourquoi. Ça va rajouter surtout des délais, parce que ça prend 3 semaines, cette formalité, plus le temps de faire la demande d'autorisation de travail. L'administration a jusqu'à 2 mois théoriquement pour nous répondre. Donc tout ça mis bout à bout, on a des délais à peu près quand même allez, quand tout va bien, très rapide, 1 mois. Quand c'est plus long et qu'il y a des écueils, ça peut être 3 mois, hein. Voilà, donc ça peut être long. Vincent, vous parlez tout à l'heure des métiers en tension. C'est vrai qu'il y a une facilité pour des métiers qui sont listés par un arrêté qui est en cours de révision, hein, de passer cette étape qu'on appelle l'opposabilité de la situation de l'emploi, donc de passer cette publication d'offre d'emploi et de déposer tout de suite la demande d'autorisation de travail. Donc ça va un peu plus vite. Néanmoins, ça reste une formalité à accomplir. Une autre des obligations qui relève de l'employeur, qui recrute un salarié étranger, il doit vérifier l'authenticité du titre de séjour en demandant à la préfecture de valider, enfin de vérifier le titre de séjour. C'est principalement pour éviter la fraude documentaire. Et depuis la loi de janvier 2024, dont vous avez probablement entendu parler l'année dernière, les employeurs de talents étrangers ont une obligation de les accompagner dans la formation linguistique, donc avec notamment un crédit d'heure, hein, pour se former au français, tout en restant payé par l'entreprise. Une autre obligation que vous connaissez probablement, qu'on appelait auparavant la taxe OFII, c'est que l'employeur qui embauche un étranger doit verser une taxe, voilà, lors de la première entrée en France ou lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. Donc, il y a eu une réforme qui est intervenue il y a déjà 2 ans, en 2023. La taxe qui jusqu'à présent était collectée par l'OFII, pour recevoir un courrier de l'OFII pour vous demander le paiement, maintenant doit être déclarée et acquittée tous les ans auprès de la DGFiP. Les modalités déclaratives et de paiement de la taxe suivent le régime d'imposition à la TVA de l'employeur. Et c'est en ce moment qu'il faut la faire, c'est février-mars. Donc rapprochez-vous de vos services plutôt comptabilité finance, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt les RH et des RH qui recevaient le courrier, qui traitaient. À présent, c'est plutôt justement le service comptabilité finance qui va se saisir de cette thématique. Il y a quelques petites exceptions, par exemple les passeports talents. Pour les passeports talents, on n'a pas à verser cette taxe. Encore un avantage lié à ce statut de passeport talent.
Et je précise, pour certains employeurs un petit peu coquins, hein, qu'il est interdit de demander à son collaborateur de rembourser la taxe, que ce soit un remboursement, un vrai remboursement ou d'opérer une retenue sur salaire, notamment à l'occasion de l'embauche. Un sujet, d'inquiétude souvent, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un loupé? Voilà, parce que comme vous l'expliquait Vincent, il y a des délais qui sont contraignants. La procédure est quand même assez complexe et même si on est un employeur de bonne foi, même si on est un collaborateur également de bonne foi et que tout le monde met tous les efforts possibles, pour être en situation régulière, et bah, oui, il arrive qu'il y ait des petits loupés. Par exemple, ça peut être, l'expiration d'un titre de séjour et qu'on n'a pas encore obtenu le renouvellement du titre, qu'on n'a pas d'attestation de prolongation du titre de séjour, on se retrouve un petit peu en l'air, hein. Un employeur qui a oublié de faire une demande d'autorisation de travail, ce genre de situation. Comment faire? Est-ce qu'on peut conserver le collaborateur dans les effectifs? Vous voyez, il y a aussi les collaborateurs qui se voient délivrer une obligation de quitter le territoire français, une fameuse OQTF. Bon, bah, tout ça, ça engendre des situations de stress et d'incertitude. Pour le parallèle de l'obligation qui est posée dans le code du travail qui interdit le travail illégal, c'est qu'en cas de situation régulière, la règle, c'est le licenciement. On doit rompre le contrat de travail du collaborateur en situation irrégulière. C'est un licenciement un peu particulier. C'est un licenciement pour cause objective, on appelle ça. Ce n'est pas un licenciement pour motif vraiment personnel ni pour motif économique. C'est pour cause objective. Et ça appelle une procédure de licenciement qui est vraiment spécifique et allégée par rapport à tout ce qu'on connaît du droit du travail classique en France. Pas de convocation à entretien préalable. Pour les salariés protégés, hein, les représentants du personnel, on n'a pas à solliciter l'autorisation de licenciement. Et il y a même de la jurisprudence de la Cour de cassation qui vient nous dire que la protection spécifique pour les femmes en état de grossesse n'est pas opposable dans ces situations. Donc ça va quand même très loin. Et l'employeur reste tenu, dans ces situations-là, de payer le salaire, même au titre de la période d'emploi illicite. Donc pour ça, c'est pour protéger le salarié étranger en situation irrégulière. Et l'employeur doit, au moment de la rupture du contrat de travail, verser une indemnité de licenciement, qu'on appelle une indemnité forfaitaire et qui est égale à 3 mois de salaire, si ce montant est plus favorable que le montant cumulé des indemnités de licenciement et de préavis. Donc il faut comparer un petit peu les 2 pour prendre le plus favorable. Donc ça, c'est la procédure de licenciement pour cause objective. Il arrive, assez régulièrement, hein, c'est la vie, que le salarié, voilà, masque la réalité, et que l'employeur découvre que le collaborateur a produit des faux documents, des faux titres de séjour, des faux passeports, ou a laissé croire à l'employeur qu'il avait accompli les démarches nécessaires pour renouveler son titre de séjour, alors qu'en fait, pas du tout. Il n'a pas été diligent, et les délais sont passés et finalement, c'est un peu de sa faute s'il se retrouve en situation régulière. Dans ce contexte-là, on a la possibilité de rompre le contrat de travail pour un motif disciplinaire, pour faute grave, et ce licenciement, comme vous le savez, est privatif d'indemnité de rupture et y compris d'indemnité forfaitaire dont on a parlé, précédemment. Voilà, donc ça, c'est la sanction un peu immédiate, un peu automatique. J'ai beaucoup de mes des DRH, des RRH qui nous contactent, qui disent: «Mais Clarisse, moi, ce collaborateur, il est là depuis 10 ans, je ne peux pas lui faire ça, il a sa famille, il a ses enfants, OK, comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Est-ce qu'il n'y a pas une solution?» Alors, on parle là de la suspension du contrat de travail. C'est un peu une zone grise, on n'est pas toujours très à l'aise à faire ça, parce qu'on n'a pas dans le code du travail, officiellement indiqué que c'est autorisé. On a de la jurisprudence, de la Cour de cassation, qui vient nous dire que si le salarié étranger a bien déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuel dans les 2 mois qui précèdent l'expiration de son titre, la validité du titre perdure un petit peu pendant 3 mois après l'expiration et dans ce cas-là, on a un peu 3 mois pour souffler, pour régulariser la situation et on n'a pas à rompre le contrat immédiatement. En revanche, si le collaborateur ne produit aucun justificatif de sa procédure de renouvellement, là, évidemment, on ne peut pas conserver ce salarié, dans les effectifs. On peut aussi suspendre le contrat de travail pour défaut de titre de séjour, pendant un certain temps, hein, le temps de la régularisation. Mais dans ce cas-là, la bonne pratique, c'est de maintenir, le salaire, puisque, si on prive le collaborateur de son salaire pendant cette période de suspension, finalement, c'est assimilé à une sanction disciplinaire, hein, voilà, qu'on peut normalement effectuer lors d'une mise à pied à titre conservatoire.
Donc là, ce serait pas, ça ne correspond pas à la situation. Donc, on continue de maintenir le salaire. Et puis, il y a des situations quand même où on sait que ça ne va pas s'améliorer, hein, voilà, que ça va mettre l'entreprise en situation vraiment de risque en cas de contrôle de l'inspection du travail pendant une longue durée. Et là, voilà, à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre des décisions qui sont humainement pas toujours évidentes, je vous l'accorde. Ça nous amène au terrain des sanctions, voilà. Euh, je n'ai pas pu lister tout le panel des sanctions qui existent, que ce soit en droit pénal, en droit administratif, hein, en cas d'infraction. Je vais juste vous parler des principales qu'on connaît le plus. Alors, le Code du travail définit 6 infractions qui sont constitutives de travail illégal. Donc, il y a plusieurs types d'infractions. Le travail dissimulé, le marchandage, le prix illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, le cumul irrégulier d'emploi, la fraude aux revenus de remplacement. Vous voyez, donc il y a toute une petite liste à la Prévert de différentes sanctions, et chacune des infractions est passible de sanctions pénales et administratives. Donc pour vous parler du travail dissimulé, hein, les sanctions pénales ont été augmentées l'année dernière, hein. Pour les personnes physiques, on parle de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, beaucoup plus si c'est un cas de récidive. Pour les personnes morales, amende de 150 000 euros et tout un florilège de sanctions complémentaires. Je ne les ai pas toutes listées là parce qu'il y en a une dizaine, hein. Dissolution de l'entreprise, interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant 5 ans, exclusion des marchés publics, affichage de la décision de sanctions. Voilà, donc c'est assez lourd, hein, comme dispositif. Et des sanctions administratives qui, là aussi, sont importantes, notamment en cas d'embauche de collaborateurs sans autorisation de travail, hein. Si vous avez un contrôle de l'inspection du travail, vous êtes exposé à une amende de maximum plus de 21 000 euros par salarié. Alors, ce montant est modulé, en fait, hein, c'est pas automatiquement les 21 000 euros. Le montant est modulé en fonction des capacités financières de l'entreprise, du degré d'intentionnalité de l'infraction, de la gravité de la négligence de l'employeur, notamment. Et les sanctions administratives peuvent se conjuguer avec les sanctions pénales, hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Et au-delà de tout ceci, évidemment, il y a un risque réputationnel qui est très important. On voit de plus en plus dans la presse des articles, hein, qui parlent d'entreprises sanctionnées pour du travail illégal, du travail dissimulé, hein. Les compagnies aériennes, les travailleurs saisonniers dans le sud de la France, voilà, qui viennent faire les récoltes, etc. Il y a de plus en plus de sensibilisation du grand public sur ces thématiques. Évidemment, le risque réputationnel est important. Et l'autre risque adjacent, hein, c'est d'être dans le collimateur des autorités locales, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la préfecture, l'inspection du travail, l'URSSAF, tous ces organismes étatiques se parlent entre eux, et un contrôle peut en entraîner facilement un autre. Pour finir notre présentation, je voulais vous parler de quelques bonnes pratiques RH. Alors, les bonnes pratiques RH lors du processus de recrutement, ça rejoint ce que Vincent vous a présenté tout à l'heure, hein. On va se poser quelques questions. Quelle est la nationalité du candidat qu'on va recruter? Quelle est la durée du contrat, le niveau d'études, le niveau de rémunération? Est-ce qu'il y a une famille qui accompagne ou non? Est-ce qu'il y a un contexte spécifique qui va influencer la procédure d'immigration, hein? Je pense par exemple là à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ben voilà, les Ukrainiens ont un statut de protection temporaire en France qui facilite leur intégration sur le marché de l'emploi. Il y a comme ça un impact géopolitique et sanitaire important sur les procédures d'immigration, ce qui nécessite de notre part une veille constante sur l'actualité. Et il y a toujours des cas particuliers qu'on n'a pas évoqués ce matin parce que ça fera l'objet, je pense, d'un second webinaire avec Vincent. Les intérimaires, les salariés détachés en sous-traitance, les dispositifs jeunes professionnels, les accords bilatéraux spécifiques qui existent avec de nombreux États, je pense à l'Algérie, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, qui prévoient des règles un peu dérogatoires au processus classique. On vous conseille aussi fortement de formaliser des promesses d'embauche avec des conditions suspensives, ce qui signifie que le contrat de travail ne va entrer en vigueur que si l'employeur a obtenu l'autorisation de travail et le collaborateur a obtenu son visa ou son titre de séjour qui lui permet de travailler légalement en France. Le contrat de travail, il peut être un petit peu adapté, notamment il peut être traduit si le collaborateur ne parle pas français pour qu'il puisse comprendre la législation qui s'applique à son embauche en termes de durée du travail, de rémunération, d'avantages sociaux par exemple.
Certains talents peuvent bénéficier d'un régime fiscal de faveur qu'on appelle le régime des impatriés, qui doit être écrit dans le contrat de travail. Donc voilà, il y a quand même quelques petits points de vigilance lors de la rédaction des contrats de travail. Et puis en termes de gestion RH, bah, attention aux délais de renouvellement des titres de séjour, attention en cas d'actualisation des autorisations de travail. Il faut bien cadrer les délais et puis faire un peu de formation de prévention auprès des collaborateurs pour éviter les situations d'inconfort. Et puis bah, le dernier point dont on s'est parlé tout à l'heure, c'est bien veiller à payer la taxe employeur sous le nouveau format via la DGFiP. Voilà pour cette présentation un petit peu global, express du monde de l'immigration professionnelle. On n'a pas trop parlé des contentieux, mais évidemment, en cas de refus de visa, en cas de refus de titre de séjour, il y a des possibilités de contentieux, des recours gracieux, des recours contentieux au tribunal administratif et des procédures d'urgence qu'on appelle les référés. C'est ce qui se passe de plus en plus, on le voit avec Vincent, quand les préfectures ne délivrent pas les titres de séjour en temps utile. Et dans ces situations, on est parfois contraint de les assigner en référé pour faire bouger les lignes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que oui, j'en ai vu passer, Quelques Vincent questions. aussi. Il y a déjà Alors, on va les quelques questions. regarder. Ah, merci Alors, beaucoup, Clarisse, pour. Oui, vous avez vu, un fonctionnement entonnoir. Il y a quelque chose de très basique, binaire dans l'accueil des talents. Et finalement, on est entre déjà ces deux codes. Hein, vous avez bien compris, hein, le code de l'entrée du séjour des droits d'asile, d'entrée des étrangers de droits d'asile, le CESEDA. Code de l'immigration, code des étrangers d'un côté, puis le code du travail. Et puis tous ces petits articles, ils se mélangent joyeusement. Puis parfois, c'est pas exactement les mêmes définitions qui peuvent arriver à des situations un petit peu, bah voilà, on aurait dire cocasse. Nous, c'est notre métier, donc on est passionné par ça. Mais comme dit Clarisse, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des répercussions énormes sur les contrats de travail, sur la relation contractuelle, de par des histoires de droit de l'immigration et de documents, et puis d'ANEF, et puis de clôture de dossiers, des choses très pratiques qui vont finalement avoir des répercussions, finalement, parfois. Pour pas dire dramatique, mais on n'est pas non plus à mettre des gens dehors quand on a pas encore tout de suite pour les hauts potentiels et les talents, on arrive à trouver des solutions, mais c'est vrai qu'il faut honnêtement se faire aider, ne pas hésiter de faire appel à des professionnels. Désolé, on prêche un tout petit peu pour notre paroisse, mais nous, on sait comment décortiquer ce type de dossier. Cette petite autopromotion était quand même très forte. Voilà. Pouvez-vous expliquer les différences entre les dispenses de visa et les dispenses d'autorisation de travail lorsqu'il s'agit d'accueillir un collaborateur étranger pour un court séjour? Alors, très vaste question. La question est très, très ah large. Il oui, faut la bien question distinguer. est très large. Oui. Très large. Euh, Il faut bien oui. distinguer les visas de court séjour d'un côté. Je vous ai expliqué les visas. Puis ça, c'est une question. Je te laisserai si tu veux répondre sur la partie autorisation de travail, Clarisse, mais sur la partie des visas, ou je réponds aux deux, sur la partie Je t'en visa, prie. on a un certain nombre de listes de ressortissants qui sont dispensés de visas de court séjour pour venir en France. Ça veut dire qu'un Américain, par exemple, qui est sur cette liste, lorsqu'il vient en France, sur la base de son passeport américain, peut, je dis en France, Schengen, peut rentrer sur l'espace Schengen, rester 90 jours et rester de façon légale, d'y séjourner 90 jours par période de 180 sans avoir besoin de solliciter un visa d'entrée sur le territoire. N'oubliez pas qu'à la base, un visa est un document qui permet de circuler et de franchir les frontières. Cette dispense de visa, on retrouve la liste sur Internet, vous avez toute une liste développée de listes de pays, de ressortissants de pays tiers. Bien évidemment, je ne parle pas des Européens et de nos amis suisses, etc. Liechtenstein et Monaco. Je rajoute toujours Monaco parce que ça me fait rire. Hein. Ça fait partie, c'est un statut un peu particulier, mais voilà, voilà, tout ce qui est Europe, pas de besoin. Mais alors, dès qu'on s'éloigne un petit peu, on sort de l'espace Schengen, est-ce qu'on a besoin d'un visa? Logiquement, oui. On a toute une liste de pays pour des visas de court séjour qui n'ont pas besoin de visa pour rentrer en France. Mais cela, je vous ai dit qu'il fallait un motif pour qu'ils rentrent en France. Et le motif, au-delà de ne pas avoir besoin de visa, il faut quand même pouvoir justifier de ce motif. Et là, tu veux répondre, Clarisse, ou pas sur l'autorisation de travail, il existe aussi des cas où on est dispensé d'autorisation de travail. Voilà. Et ben le cas dont on a parlé, qui est le plus connu, c'est les passeports talents. Voilà, passeport talent, pas besoin d'autorisation de travail. Il y a d'autres cas de figure où on n'en a pas besoin. Hein, Ah, tu sais, les, les les, colloques, les les, séminaires, les oui, salons professionnels, toutes ces les choses-là. cartes, oui, parce que là, on est allé court séjour, oui, les périodes moins de 3 mois, effectivement, il y a toute une flopée d'exemptions d'autorisation de travail pour des missions techniques Ouais. spécifiques. Voilà, donc c'est vrai que
il y a un peu un faux ami. Et c'est beaucoup le cas avec les Britanniques, hein, depuis le Brexit. Ils ont pas encore Du saisi tout. voilà, ils n'ont pas ce réflexe. Et on a encore eu le cas il n'y a pas très longtemps, un Britannique tout à fait de bonne foi qui est rentré en France sans visa, évidemment, puisqu'il en a la possibilité, C'est ça, oui. qui s'est maintenu illégalement pendant plus d'un an sans rien du tout. Puis un jour, il s'est réveillé, il est allé demander un titre de séjour, puis en échange, on lui a donné une OQTF. Oui, il a été un petit peu surpris, mais donc c'est vrai qu'il y a encore il y a ces faux amis, hein, sur les exemptions de visa et sur le droit au séjour. Donc, il Ouais. faut toujours être vigilant. Faut très être sur les autorisations de travail, voilà. Et la liste, elle est en plus un peu bizarroïde, hein, faut le dire, hein. Oui, Enfin, bizarroïde. oui, Alors, j'ai très vite, hein, rapidement, parce qu'il faut quand même ça. Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques. Alors là, c'est un gros mix. Vous faites du oui. sport, vous faites C'est les du mannequins. scientifique. Les C'est le même cas. mannequins, Allez, hop, voilà. les manifestations. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les mannequins, il y a la production, diffusion cinématographique, du spectacle, édition phonographique. Nous avons qu'est-ce qu'il y a? Le mannequinat. C'est bien aussi, c'est ce qu'on vient de dire. Les services à la personne, là, ce qu'on a beaucoup utilisé, nous, au moment aussi, ceux qui sont soumis à Syntex, c'est la fameuse mission d'audit, d'expertise en Ah, bien informatique, sûr. gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie. Une belle bulle là Oui, qui voilà. dispense d'autorisation de travail, qui a été précisée par une circulaire. En plus, c'est assez restrictif. Dernièrement, j'ai les discours qui sont, l'inspection du travail ont quand même durci un petit peu leur ton en la matière. C'est-à-dire, en gros, la réponse des inspections du travail, c'est dans le doute, il n'y a plus de doute. C'est toi qui me disais ça hier en préparant. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. On demande une autorisation de travail parce que si on ne sait pas si oui ou non il rentre dans une de ces catégories ou il rentre à moitié dans la catégorie, il faut mieux demander une autorisation de travail. Et là, on se retrouve avec tout ce qu'on a dit au début, nous, du problème de délai en général. C'est-à-dire que voilà, moi, c'est après-demain qu'il a besoin d'entrer en France, même avec le Brexit, ils ont besoin de venir lundi prochain. Mais sauf que s'ils sont soumis à autorisation de travail, ils n'ont pas besoin de visa, ils vont avoir besoin d'une autorisation de travail. Et l'administration française a 2 mois pour donner l'autorisation de travail. Allez, quid, qu'est-ce que je fais de l'urgence de ma situation? Donc les besoins du business de l'entreprise ne sont pas du tout en raccord avec actuellement les procédures. On n'a pas encore réussi à créer des procédures d'autorisation de travail peut-être Rapide. en Oui. express rapide du jour au lendemain comme dans certains pays parce que on est travaille pour des sociétés, hein, c'est de l'argent, c'est du business, time is money, désolé mais c'est comme ça. Hop, il faut qu'il aille de Londres très très vite aller travailler sur le territoire français. Est-ce que c'est du détachement? Est-ce que je le cale dans cette dispense d'autorisation de travail? Et puis voilà, donc vous avez toutes les combinaisons, hein, sur besoin de visa, pas besoin d'autorisation de travail, pas besoin de visa, besoin d'autorisation de travail, ou besoin d'aucun des deux, ou besoin des deux. Voilà, donc là, à chaque fois, bah voilà, on va faire un assessment, on va regarder si oui ou non il peut bénéficier soit de, c'est notre travail, hein, d'aller regarder si pour des courts séjours, ils ont besoin de visa ou d'autorisation de travail. Clarisse, y a-t-il une question, C'est un parce petit qu'on peu a un jeu de beaucoup piste, là. effectivement. Oui, il y a une autre question. Bonjour, nous sommes une entreprise française. Nous souhaiterions embaucher un commercial américain aux États-Unis. Quelle serait la procédure? Donc là, la question, elle est un petit peu. Là, je comprends qu'il n'y a pas de procédure d'immigration, hein, proprement parler, C'est puisque vers là, les c'est États-Unis, si je comprends. un commercial américain aux États-Unis. Moi, je comprends qu'il est américain, qui reste aux États-Unis, États-Unis. il y a un contrat de travail entre une entreprise française et un collaborateur qui est à l'étranger. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Là, On va il être n'y a dans de pas de. Là, l'expatriation, on va être voilà, là, sur c'est du pas de droit l'immigration. américain. C'est pas de Voilà, Là, ça va voilà, être, ça, il va c'est y de la avoir mobilité de la internationale. mobilité internationale. Moi, je, Un contrat de travail qui va être soumis, bah, là, c'est un peu le choix des parties, mais soit au droit américain, soit au droit français, hein. Mais bon, si vous êtes une entreprise française, je pense que vous serez plus à l'aise de manier la législation que vous connaissez. Et puis, le gros sujet, ça va être les cotisations de sécurité sociale, comment les payer voilà, comment gérer cette relation contractuelle à distance. distance. Mais ça se fait, c'est possible, ça s'encadre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait Moi, je comme peux en autre prendre une parce qu'il y en a une qui question? m'intéresse. Oui, Juste, elle est très vas-y. rapide, la mienne. Ah bah Bonjour, vas-y. quelles sont les différences avec les talents algériens? Ah Eh bah bien oui. oui, bah, c'est une très bonne question. Les Algériens ne sont pas soumis à la réglementation sur les passeports talents, ils n'ont pas le droit. Ils sont réglés par ces nationalités. Vous ouvrez BFM, on en entend parler beaucoup cette semaine, hein, Oui. sur l'accord franco-algérien. Et l'accord franco-algérien de 1968 prévoit les conditions d'accueil des Algériens en France. Ils n'ont d'ailleurs pas de titre de séjour, de carte de séjour. Ils ont un certificat de résidence pour Algériens. C'est une carte qui est spéciale pour eux. Donc en fait, toute la réglementation sur les passeports talents ne leur est pas
applicables. Ils ne peuvent pas bénéficier du statut CBE, ils restent dans la catégorie salarié, en fait, avec autorisation de travail préalable. Et voilà, ça, c'est des choses qui sont. Ça fait 25 ans que moi, je fais ce métier. Ça fait 25 ans qu'on essaye de modifier. J'ai commencé après 68 quand même. Hein. Ça fait un petit moment qu'on essaye, que ça revient toujours sur le tapis. C'est de la relation bilatérale, c'est de la norme supranationale. On l'applique et donc il y a une vraie rupture d'égalité. Et ça, on pourrait passer des heures dessus. Quelque chose de peut-être pas très juste, mais malheureusement, les Algériens ne sont pas. Voilà, il faut rajouter au fur et à mesure dans l'accord quels sont les statuts qui leur seraient applicables. Je te laisse la parole sur Tout une autre à fait, question. Vincent. C'est vrai qu'il y a certains dispositifs de cet accord qui sont plutôt en leur défaveur, mais d'autres aspects plus favorables que pour d'autres nationalités. Donc c'est un petit peu. Mais c'est 1968. C'est vrai qu'il faut. Voilà, faut vivre avec son temps. Une autre question très intéressante que j'aime bien. Ne confirmez-vous que la déclaration CIPSI pour les travailleurs détachés n'est pas suffisante pour permettre aux salariés étrangers de travailler en France? Eh bien oui, je vous le confirme. Donc la déclaration CIPSI pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manier le jargon, c'est propre au détachement de collaborateurs étrangers en France. Hein. Quand on fait du détachement, il y a une déclaration préalable au détachement qui doit être faite aux autorités françaises hein, pour signaler quelles personnes viennent en France, sur quel chantier. Bon, souvent, on le voit dans les chantiers BTP, hein, par exemple quand on fait appel à des sous-traitants étrangers. Et donc, cette déclaration CIPSI n'a rien à voir avec l'immigration. Hein. C'est deux sujets différents. Le détachement de collaborateurs étrangers en France, ça fait l'objet d'une réglementation très complexe qui nécessite de manier et l'immigration, et le droit du travail, la fiscalité, la sécurité sociale. Voilà, tout un champ réglementaire assez vaste et passionnant, je trouve. Mais non, le CIPSI ne suffit pas effectivement. Il va falloir un visa. Alors, soit il y a des statuts d'immigration qui sont possibles hein, soit pour la mobilité intragroupe, soit pour le détachement, soit pour le détachement de salariés étrangers en France. Mais voilà, il y a plusieurs catégories différentes en fonction de tout un tas de critères de durée, de rémunération. Voilà. Donc, alors, on a une Oui, autre question. parce que je pense tout de suite quand Clarisse dit ça, forcément on n'aura pas le temps. C'est vrai que sur Bah cette oui, CIPSI, il y a matière à faire plusieurs webinaires parce qu'on va même rentrer dans des histoires de prestations de services internationales intra-européens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ce qui va être jurisprudence Van der Helst, par exemple. ah bah oui, Pas besoin d'autorisation. Ça retourne à ce que j'ai dit. Ils ont un titre de séjour, ils sont étrangers dans un autre pays, Italie, ils viennent prester en France sur la prestation de services internationaux, sur un contrat. Ils sont détachés. On va faire une déclaration CIPSI pour la France, mais leur carte de séjour italienne, parce qu'admettons qu'ils soient oui, c'est marocains, un cas, oui, c'est un cas autorise à classique. travailler en France et c'est des cartes très précises. Vous voyez, cet enchaînement, droit du travail, CIPSI, détachement et autorisation de séjourner, travailler, c'est une jolie bulle et il faut reprendre à chaque fois les textes indépendamment, pratiquement les Oui, uns après les autres, en fait. voilà, et subir l'aléa parfois de la mauvaise connaissance de ces jurisprudences un peu Eh particulières oui. des préfectures. Hein, mais c'est vrai, voilà, c'est assez spécifique. On a une autre question. Alors, bonjour, comment recruter un étranger résidant dans un autre pays, pas de domicile en France, soit parce que le ressortissant vit dans un autre pays de l'Union européenne, par exemple en Belgique, ou parce qu'il est recruté depuis l'étranger, mais sera uniquement recruté pour travailler en remote? Remote. Alors, le remote. Le remote. Bah oui, comme on le disait, Eh oui. y a pas de visa nomade, il y a pas de visa nomade comme on a pu avoir post-Covid dans pas mal de pays. Nous, il faut un petit peu, faut un petit peu danser. Alors, les visas visiteurs dont Vincent vous a parlé au début, les visas visiteurs n'autorisent pas l'exercice d'une activité professionnelle. Il y a même une attestation qu'on doit signer, un engagement de n'exercer aucune activité professionnelle en France. Donc, voilà, ça ne permet pas d'exercer voilà, un emploi pour une société étrangère depuis la France. Donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu, souvent un peu coincés. Hein, C'est très compliqué, c'est des histoires de ouais, frontaliers. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on appelle frontalier en fait? Parce qu'on a des textes spécifiques avec certains pays, alors officiellement frontalier. Alors frontalier, ça peut être aussi une histoire de fiscalité. Hein. Et ça peut oui, être une histoire de remote dans un pays avec mes histoires d'accord, mon accord cadre sur la sécurité sociale. Où c'est est-ce que j'ai le ça. droit de faire du remote et où est-ce que mon employeur devra payer les cotisations? S'il fait full remote dans son pays de résidence à lui, qu'il soit étranger ou non, il va avoir cette problématique pour vous, employeur, d'aller cotiser en France d'une manière ou d'une autre. Hein, puisqu'il fait du full remote. C'est maximum 49, allez, 50% du temps à son domicile. Et effectivement, ça, c'est en matière
cotisations sociales. Lui, en matière de fiscalité, bah, ça va être la problématique de est-ce qu'il y dépend du centre des non-résidents en Belgique. Je dis Belgique, oui, admettons la Belgique, parce que l'employeur et le salaire est versé en Belgique, mais lui habite en France. Il va devoir déclarer peut-être dans les deux pays, tout en faisant jouer la non-imposition, c'est pour éviter les doubles impositions en Europe, hein, ça marche, on a un système de coordination, on va dire. Puis à côté, vous, employeur, pour les cotisations, et lui, pour son titre de séjour, exactement ce qu'a dit Clarisse. Là, vous faites encore une fois, vous prenez une jolie boule, là, maracas, on essaye de jouer dans C'est tous les ça. sens pour trouver une solution. Statut visiteur, oui, non, parce il travaille en France, il est remote, mais finalement, il est de chez lui. Est-ce que c'est son lieu de travail? Est-ce que son domicile ne devient pas l'établissement, finalement, son bureau, donc l'établissement de l'autre pays? Alors là, il suffit qu'il fasse un peu de commercial et qu'il gagne un peu Ah bah d'argent. oui, Il alors y a des là, impacts sur l'impôt sur les sur sociétés, Clarisse. fiscalité, bah oui, risque Voilà. d'établissement stable au sens fiscal, voilà, Donc c'est désolé Solène, alerte rouge. alerte rouge, on peut vous en parler, mais alors là, ouf, on va le faire Oui. entre nous. Et Mais je voyais que après, ça a voilà, des les règles implications. Ouais. d'immigration, je vois dans la question qu'il n'y a pas de domicile en France Mm. Ah, pardon. et que peut-être que Oui, cette en plus. personne passe la plupart de son temps à l'étranger. Là, en fait, les règles Mm. d'immigration, elles sont fixées pays par pays. Donc, si Ouais. c'est, je sais pas, un Argentin qui vient travailler en Belgique, mais qui accomplit une partie de son temps de travail en France, les règles Mm. d'immigration, on va les regarder principalement en premier lieu pour la Belgique et vérifier que, enfin, par exemple, si un Argentin obtient un titre de séjour en Belgique, il a le droit de venir en France pour assister à des salons, pour aller voir des clients, etc. Mais il ne peut pas s'y maintenir dans la durée pour travailler. Voilà, il y a une possibilité de se promener dans Schengen pendant 90 Ouais. jours, mais ça ne permet Ouais. pas une activité professionnelle stable en France. Voilà, donc Mm. voilà. Donc là, pareil, il faut composer un peu avec différentes règles et puis Et les surveiller. lois de police, Clarisse, Et tiens, et les... allez, on rajoute lois de police. Les lois de police, Ah c'est oui, on va dire, une espèce de noyau dur de règles applicables. Hein. Vous pouvez pas dire, tiens, tu vas faire du remote en France en travaillant 45 heures, en n'appliquant pas le droit social français parce que tu es sur de la réglementation indienne. Bon, là, c'est un travail européen, mais ça revient un peu au même. oui, Attention, alerte rouge, il existe des lois de police dans les pays, que j'appelle les lois de police, plutôt une espèce de oui. noyau dur comme on a sur le oui, de loi de police. Hein. Oui, loi de police, ouais. L'employeur doit respecter cette loi en droit du travail, aux conditions de travail, même si les conditions de travail initiales du contrat dans l'autre pays, enfin, là où se trouve l'employeur, ne sont pas les mêmes. On n'a pas les modalités de calcul horaire aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Il suffit qu'il fasse du remote dans un des pays. Les lois de police doivent s'appliquer. Alors, le contrôle est peut-être plus difficile. L'inspecteur ne va pas faire ding-dong à son adresse pour aller vérifier, mais il peut contrôler sur papier, il peut savoir le nombre de personnes qui sont où, quoi, comment. L'inspecteur dans le pays peut contrôler. Hein. On a des inspecteurs du travail, pas qu'en France. Hein. Et maintenant, en plus, ils s'appellent en plus. Ils ont une espèce de Oui, coordination oui, internationale. Ils se passent des petits coups de fil qui et qui progresse progressent bien. très, très vite. Ouais, Très, très voilà, c'est vite. ça. Donc, Et puis bon, attention. l'URSSAF a Ouais, bien compris aussi que on a bien l'URSSAF compris. qui cherche la manne financière a bien compris que voilà, il y avait à gratter du côté de la fraude au détachement Mm. et justement ce non-respect des règles du détachement sur où est-ce Ouais. qu'on paye les cotisations sociales. Donc c'est un sujet d'actualité et voilà, on voit de plus en plus de contrôles sur ce terrain-là. Voilà. Mais on arrive Alors, déjà à la fin de notre acte eh ou oui, encore on arrive déjà voilà, au bout, j'ai l'impression. c'est ça. On pourrait continuer Mais des heures, hein, donc on en oui. fera d'autres. J'espère qu'on vous a on vous a transmis un peu de notre passion commune de la matière. Clarisse, je te laisse le mot de la fin. Merci à Virginie pour l'organisation. Oui, merci C'est à dire Virginie aussi, et merci Virginie de chez Majorel qui nous a beaucoup aidé pour, euh, pour pour nous organiser aider à tout ça. communiquer tout ça, parce que moi, c'est pas spécialement mon métier non plus d'organiser. Merci beaucoup à elle. Donc le webinaire sera en replay sur nos chaînes YouTube respectives. Et puis si vous avez des questions sur l'immigration, sur la relocation pour Vincent aussi, sur le droit du travail de mon côté, bah, n'hésitez pas. Nous, on sera heureux de vous répondre, de vous accompagner. Et puis je pense que on se reverra au cours de l'année pour un webinaire peut-être sur le détachement qui est vraiment une thématique d'actualité et voilà, qu'on maîtrise très bien tous les deux et qui nous passionne. Donc, avec plaisir pour vous revoir dans quelques mois. Voilà. Le mot Merci de la beaucoup, fin. Clarisse. Merci, Vincent. Merci à toi, merci à tous les participants, et puis à très vite, à bientôt, et passez une bonne journée à Oui, tous. bon week-end à Au venir. À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.